Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors dans cette vidéo, je vais commencer à vous parler d'un sujet qui est assez complexe parce qu'il touche plusieurs niveaux de lecture, c'est l'ésotérisme. Alors qu'est-ce que l'ésotérisme? Eh bien, dans un premier temps, on va d'abord définir précisément le sens du mot, parce que c'est important. C'est important parce que le sens du mot nous permet de poser un contexte et un cadre. Ésotérisme, on veut dire ce qui est caché, ce qui n'est pas visible du public. Et on oublie souvent son contraire, qui est l'exotérisme, qui signifie ce qui est accessible, ce qui est accessible au plus grand nombre. Souvent, l'ésotérisme est associé à l'occultisme, occultisme voulant vraiment dire ce qui est secret, ce qui est caché aussi en fait. Donc ésotérisme et occultisme sont assez proches dans leur terminologie quelque part. Et du coup, dans le sens commun, eh bien, on parle de pratiques ésotériques et dans ces pratiques ésotériques, effectivement, on y rassemble, tout ce qui va, être un petit peu spirituel ou mystérieux. Alors qu'en fait, beaucoup de ces pratiques dites ésotériques ne le sont pas. Elles sont complètement exotériques. Je prends par exemple, la tarologie, l'astrologie et même le chamanisme, le côté corps chamanisme, il est, complètement accessible. Il n'y a pas besoin de suivre des initiations en particulier, ou de passer du temps à lire des choses hermétiques. Non, en fait, fondamentalement parlant, tout le monde peut le faire. Alors c'est précisément ça qui est reproché par certains ésotéristes, c'est-à-dire que, du coup, le le savoir est dilué à travers la population, à travers le peuple et il a plus de, heu, il y a plus vraiment d'effort pour l'obtenir, en fait, hein. C'est-à-dire que, avant, dans les pratiques d'initiation, le savoir, enfin un certain niveau de savoir était réservé aux initiés et donc aux personnes qui avaient fait preuve de certaines vertus et qui se trouvaient donc dignes de pouvoir accéder à ce savoir. Et ce principe, on le retrouve, ailleurs, hein, c'est-à-dire c'est pas quelque chose propre à notre culture occidentale avec, les certains types d'ordres, voilà. Non, 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 on le retrouve notamment au Japon, où il y a vraiment des sociétés, effectivement un peu plus secrètes et dans lesquelles pour y rentrer c'est très compliqué. C'est très compliqué, il faut pouvoir, faire preuve il faut être accepté quoi et faire preuve de vertu, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Alors, c'est un bon côté parce que, dans un certain sens, en fait, ça permet de conserver son savoir et d'éviter qu'il soit, entre guillemets, «transformé» par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et là, je vais vous prendre un exemple que je connais, parce que ça fait des années que je suis dedans et qui est très populaire, qui est le reiki. Voilà, le reiki, c'est typiquement un exemple d'une pratique énergétique qui était, initiée dans un certain sens qui a été, comment dire, enseignée dans un certain sens au Japon par Mikao Usui et qui a été après, exportée aux États-Unis par notamment Madame Takata, avec la création d'un mythe, autour de l'histoire de Mikao Usui. Tout un merchandising, à outrance, vraiment autour de ça et je pense un éloignement de ce qu'est à l'origine cette pratique. Même si il y avait déjà quand même, le système d'initiation, il y a quand même cette idée de maître à élève, donc il y a quand même aussi à l'origine une forme de hiérarchie que mettait en place, qu'avait mis en place Mika Usui et qu'on retrouve toujours dans, on va dire l'école originelle au Japon, qui s'appelle, l'Areki, Usui Gakkai, je ne sais plus exactement le nom. Bon, peu importe. Mais donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un,
il y a un côté un peu universel derrière ça. Il y a un côté universel. C'est pour ça qu'en fait, l'approche que je vais continuer à suivre vis-à-vis de toute cette pratique ésotérique, tout ce domaine qui concerne, qui concerne la psyché, en fait, dans sa fonction la plus transcendantale, dans le sens où, derrière tout ça, il y a une recherche de sens. Ce que j'ai fait par rapport au Reiki, c'est ça, en fait. C'est que je me suis complètement éloigné de ce système d'initiation. En fait, je fais même plus d'initiation Reiki. Je parle pas de moi-même, j'ai repris, hein, le terme maître Reiki, mais je j'utilise même plus, en fait, ce terme. Ma pratique de l'énergétique, j'ai commencé par le Reiki, effectivement, mais dans son essence de pratique énergétique, en fait. C'est-à-dire du fait de canaliser l'énergie universelle, du fait d'apprendre à la faire venir dans ses mains, du fait d'ouvrir la porte énergétique au niveau des mains qui s'appelle les Laogong. Mais ce principe-là, il n'est pas propre au Reiki, on le retrouve dans le Qigong. On le retrouve en Chine, en fait. Je devrais même plus parler de Reiki, parce que d'aucuns me diraient que: «Mais en fait, tu pratiques plus vraiment le Reiki». Bah, en fait, oui, dans un certain sens, je pratique plus vraiment le Reiki dans le sens propre du terme, en fait, si vous voulez. Peut-être que, selon certaines personnes, je pratique plus le vrai Reiki, finalement. Si tant est qu'il y a un vrai Reiki, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me suis attaché à comprendre les principes et je me suis approprié «le savoir» entre guillemets et j'ai creusé la question. J'ai fait effectivement beaucoup de qigong interne. J'ai fait des pratiques énergétiques avec les qigong pour ouvrir mes laogong. Les symboles reiki, je continue de temps en temps à les utiliser. Pour moi, c'est vraiment des ondes de forme. C'est-à-dire que vous canalisez l'énergie, enfin vous émettez cette énergie, vous la canalisez et avec l'intention, vous tracez effectivement un symbole qui va du coup donner une tonalité particulière à cette énergie. Le symbole n'a pas de force en lui-même. Il a une tonalité, d'orientation, mais sa force d'action va être en lien avec ce que le praticien a travaillé en lui-même, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à utiliser le terme reiki, mais pour moi, en fait, je fais de l'énergétique interne. Quand je relis Mantak Chia, quand je regarde les pratiques, d'alchimie interne du qigong et même dans la pratique hindouiste, avec les chakras, on retrouve les mêmes choses. Moi, je me suis plus orienté sur quelle connexion on pouvait faire entre ces différentes pratiques que de me «borner» entre guillemets et de me dire: «Tiens, voilà, je vais rester strictement dans, les règles d'application, du reiki». Parce que si j'en déborde, c'est plus du reiki. Eh beh, c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de voir. Dans le sens où pour moi et c'est pour ça que je me rapproche tellement de Michael Lerner par rapport au chamanisme et les ésotéristes pourraient nous dire: «Mais en fait, dans le corps chamanisme, vous pratiquez plus du chamanisme, vous avez plus de tradition». Oui, si vous voulez, je vais pas dire que vous avez tort, mais ce que je vais vous dire par contre, c'est que ce qu'a fait Michael Lerner, c'est que on n'a pas de on n'a pas de tradition chamanique chez nous, on n'en a plus depuis très, très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que l'outil est intéressant en soi. Eh bien, on va se borner à pratiquer l'essence de ce qu'est le chamanisme, c'est-à-dire le changement d'état de conscience au tambour et le contact avec les esprits du monde d'en bas et du monde d'en haut et oui, également ceux du monde du milieu. Parce que ce voyage dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut, il est universel dans les pratiques de chamanisme et ça, Mircea Eliade l'a expliqué, en fait. Mais c'est exactement la même grille d'approche que j'ai utilisée dans l'énergétique, en fait. C'est-à-dire que j'ai appris le reiki et ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris le magnétisme et ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'en magnétisme,
on fait ce qu'on appelle des passes, eh bien, le mouvement se retrouve exactement dans le Reiki, sous un nom différent, mais pareil, on va effectivement lisser le corps énergétique, ça peut produire des effets intéressants parfois. On retrouve donc la canalisation de l'énergie universelle dans le Qigong, la posture des mains jointes au niveau du cœur, que nous on appelle le geste de la prière chez nous, c'est un geste universel. Ce geste donc, bah, c'est un mudra dans un certain sens, hein. En fait, ce geste-là va produire un effet énergétique dans notre corps et aussi symbolique. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Je me suis attaché à aller à l'essence des choses, tout simplement. Et dans le Reiki, effectivement, bah, j'ai constaté le même type de problématique que je pourrais reprocher à certaines formes de pratiques ésotériques, c'est-à-dire le système d'initiation par maître-élève. Bon, en soi, qu'il y ait une initiation, c'est pas un problème, mais surtout le système de hiérarchisation, en fait, qui est problématique. Parce qu'il y a eu des débordements dans le Reiki à cause de ça. Parce qu'on part du principe que telle personne, est un maître et qu'il est capable de voir l'aura, donc forcément, il ou elle a raison. Vous voyez, il y a pas de remise en cause. Le maître a parlé, donc voilà. Bon, c'est cette mécanique-là, en fait, qui me dérange, moi. En tout cas, personnellement. Et du coup, donc il y a cet aspect-là dans le Reiki. Il y a l'aspect aussi magico-spirituel, c'est-à-dire que plutôt que de rester sur le fait que l'énergie universelle aurait un effet régularisateur sur notre corps, voilà, bon, il y a quand même eu des études cliniques qui ont montré qu'effectivement, une séance de Reiki permet à la personne de se détendre. Il y en a certains qui s'endorment pour que, bon, peu importe comment scientifiquement on analyserait la chose, il y a quand même un effet positif qui se passe pour la personne. Donc, on va dire que c'est le plus important. Mais de là, après, à partir sur le fait que on peut envoyer du reiki pour influencer des situations, enfin moi j'avais l'enseignante, que de l'époque, elle nous disait comme ça qu'on pouvait utiliser le reiki, donc faire un envoi de reiki pour trouver une place de parking. On en est arrivé là, quoi. Donc par rapport à ça, moi je comprends tout à fait, toutes les critiques qu'on peut formuler à l'encontre, du reiki, à l'encontre de certains, en tout cas de beaucoup de mouvements New Age. Mais ce qu'il faut comprendre pour revenir à l'ésotérisme, c'est que la toile de fond principale derrière tout cela, c'est de comprendre les mécanismes psychologiques derrière. Et encore une fois, c'est pas péjoratif. C'est pas pour dénigrer qu'il y a une importance. Le problème, c'est ça en fait, c'est que vous voyez, dès qu'on va utiliser le terme psychologique, les gens vont tout de suite associer ça à «Mon Dieu, on va être analysé, il est en train de dire que ça a pas d'influence», absolument pas, absolument pas. C'est pas du tout mon approche. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai quitté l'université il y a longtemps parce que je pense que justement, il peut y avoir un effet, propre à l'intellect, c'est-à-dire un effet réducteur vis-à-vis de tout ça. Disons que de toute façon, c'est que psychologique. Mais oui, mais non, au contraire. C'est parce que c'est psychologique qu'il faut le prendre en compte. C'est parce que si pour certaines personnes, le fait de faire tel ou tel rituel, le fait d'accorder une importance à tel ou tel symbole, si ça parle autant à cette personne-là, c'est parce que ça a un sens dans sa psyché à elle. Et c'est ça le plus important. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à mes yeux, l'approche la plus saine vis-à-vis de tout cela, en se mettant à un point de vue assez neutre, toujours vis-à-vis de ce modèle des 8 circuits de conscience, c'est de trouver la toile de fond derrière tout ça, le sens qu'il y a en fait. Pourquoi l'ésotérisme intéresse autant? Pourquoi le Reiki a pu un petit peu dévier, bon, même complètement, dans cette pratique, qui est qualifiée de magico-spirituelle maintenant? Qu'est-ce que la magie? Quelle est la différence entre ce qu'un ésotériste appellerait la magie et
la pensée magique. C'est ça, en fait, qu'il faut analyser et l'idée, encore une fois, c'est pas de dénigrer tout ça. Parce que, pour moi, dire à quelqu'un: «Mais c'est dans votre tête» ou «C'est psychologique», c'est encore une fois dénigrer ça. Alors qu'en fait, non, on veut pas le dénigrer, on veut le renforcer au contraire. Mais pas renforcer les croyances de la personne, on veut renforcer l'effet bénéfique et psychologique donc que ça peut avoir sur elle. L'idée encore une fois, c'est quoi? C'est d'intégrer les différentes fonctions psychologiques dans ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a besoin d'utiliser notre esprit critique pour analyser et comprendre des choses, mais on a aussi besoin de les vivre pour vraiment les intégrer. Et donc, par rapport à tout ça, ce qu'on peut constater en fait, c'est que il y a quand même effectivement, dans cette recherche de secrets, dans cette recherche de d'école, on va dire initiatique, voilà, il y a un peu cette idée d'appartenance à un groupe, d'accord? Je vais dire ça comme ça, bon, c'est un peu, c'est c'est un peu provocateur, mais bon, dans vraiment cette idée, on est dans notre petit club fermé, quoi. Vous voyez? C'est ça et dans les ordres, dans les écoles secrètes, il y a vraiment cette notion-là, quoi. On est dans notre petit club fermé et il y a quand même un petit côté ésotériste, mais un petit côté élitiste, mais il y a surtout un petit côté de retrouver une identité, en fait, de retrouver un refuge, donc quelque part, est-ce que c'est complètement négatif? Non! Non, c'est pas négatif. Moi, ce que je vais reprocher principalement à l'approche ésotériste et tout ce qui est hermétisme, pardon, c'est que justement c'est hermétique. C'est-à-dire que c'est, c'est pas ouvert au public. On sait pas ce qu'ils font, quoi. Alors après, du coup, ils vont dire: «Ah mais non, mon Dieu, il y a du complotisme, tout ça». Bah oui, mais attendez, heu, vous cultivez le secret, vous faites ça en club fermé, je veux dire, vous utilisez des symboles, qui peuvent paraître bizarres à des gens qui ont aucune idée de l'origine de tel ou tel symbole et qui, fondamentalement, entre nous, s'en moquent complètement parce que pour eux, ça va pas changer leur quotidien. Bah, qu'est-ce qu'ils en font de tout ça? Donc en fait, ça crée plus de la division qu'autre chose. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est justement sortir de cette division, sortir de cette dualité, sortir de cette façon, de ce système pyramidal pour, être un peu plus proche quelque chose de complètement exotérique. C'est-à-dire d'ouvert, de complètement ouvert et d'accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, n'importe qui peut s'intéresser au sujet et lire des choses, ou le comprendre. Le comprendre à sa manière et se l'approprier. Alors du coup, ça fait qu'effectivement, il y a pas de contrôle, mais bon, moi franchement, je pars du principe que, bah, pourquoi on mettrait forcément un contrôle sur ce genre de choses? Tant que je veux dire, il y a pas il y a pas d'atteinte à l'intégrité et à la souveraineté d'autrui, franchement, moi je pars du principe que chacun est libre.